8h18 sur Europe 1, en vidéo sur europe1.fr. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le procureur de Nanterre, Philippe Courroy. Alors, monsieur le procureur de Nanterre, bienvenue. Bonjour. Philippe Courroy, bonjour. On ne connaît presque pas votre voix. Vous parlez pour la première fois. Vous avez reçu de votre supérieur hiérarchique, le procureur général de Versailles, des instructions écrites pour ouvrir une information judiciaire. Vous ne pouvez pas refuser. Quand l'ouvrez-vous ? Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous transmettez tous les dossiers de l'affaire Bettencourt. Aujourd'hui, je vais prendre un réquisitoire introductif qui va entraîner la saisine d'un ou plusieurs juges d'instruction au tribunal de Nanterre, à qui va être confiée provisoirement probablement cette affaire, en attendant que la Cour de cassation statue sur un éventuel dessaisissement. Et à ce moment-là, il y aura un ou deux autres juges d'instruction. Est-ce qu'ils repartiront de zéro ? Non, ils ne repartiront pas de zéro. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que cette enquête résulte d'un travail absolument considérable. Les enquêteurs qui ont travaillé sous la direction du parquet pendant ces 4 derniers mois ont fait un travail absolument énorme. Et je vais vous citer quelques chiffres qui le démontrent. Il y a eu 3345 feuillets de faits, 353 scellés de confectionnés, 37 perquisitions et transports qui ont été réalisés, 3 expertises dont un examen technique comptable qui est en cours, et une demande d'entraide avec la Suisse. Alors, pour une enquête qui devait viser à étouffer une affaire, vous avouerez qu'on peut faire mieux. Donc vous n'étiez pas loin de l'issue. Combien de temps il vous aurait fallu pour terminer ? Si j'étais musicien, je dirais que c'est une symphonie inachevée. Vous avez parlé tout à l'heure du footballeur qui retournait au vestiaire. Je dirais que c'est une symphonie inachevée. Dans 3 semaines, un mois, à la fin du mois de novembre, nous étions en mesure de récupérer tous les éléments de cette procédure et à ce moment-là, de prendre des décisions. Ces décisions, elles auraient été les suivantes. Après une analyse très attentive du dossier, si nous avions estimé qu'il était nécessaire d'ouvrir une information, nous aurions ouvert une ou plusieurs informations. Si nous avions estimé que nous aurions dû classer sans suite... Toutes les hypothèses étaient possibles. Mais qu'est-ce que vous aviez prévu de faire avant de clore vos enquêtes rondement menées ? Il restait quelques auditions. De qui ? dont celle d'Éric Woerth qui devait être réentendue. Les Bettencourt, il restait, mère et fille. Il me restait encore à aller en Suisse. Je devais y retourner le 11 novembre pour assister à une audition et revenir avec la totalité des pièces. Et il restait une expertise, un examen technique comptable qui devait m'être restitué vers le 20 novembre. Alors, monsieur le procureur, à plusieurs reprises, vous avez dit il n'y a aucune raison technique, juridique ou de procédure pour ouvrir une information judiciaire. Aujourd'hui, vous y êtes contraint. Est-ce que c'est une défaite ? Est-ce que vous êtes humilié, déçu, blessé ? Mais je ne suis pas humilié, on n'est pas propriétaire de ces dossiers, ça n'est pas un problème personnel. Oui, je suis déçu pour la justice parce que je pense qu'en termes d'efficacité et à 3 semaines, 1 mois d'un moment, d'un instant où on aurait pu prendre des décisions avec tous les éléments, oui, je suis déçu parce que je pense que, bien évidemment, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Notamment, je voyais hier les enquêteurs qui me rapportaient les pièces et il va manquer notamment des procès-verbaux de synthèse qui vont permettre une lisibilité de cette procédure. Donc le dépaysement ne vous fait pas plaisir. Vous dites que c'est du gâchis ? Je dis que c'est une symphonie inachevée, mais après tout, écoutez, pour ceux qui sont mélomanes, la symphonie inachevée de Schubert, ça n'est pas la moins réussie. Pour Eva Joly, c'est une manipulation pour empêcher la vérité d'émerger concernant Éric Woerth. Est-ce que vous êtes d'accord avec Eva Joly ? Oui, écoutez, je pense que Eva Joly, comme je l'avais dit un jour, aurait besoin de se remettre à niveau au niveau de la procédure pénale. Je pense que de toute façon, quoi que le procureur de Nanterre décide, quoi que le parquet de Nanterre décide, Madame Joly dira toujours à critique. Donc, pile je perds, face tu gagnes. Philippe Courroy, vous avez été chargé de 4 enquêtes préliminaires. Au stade où vous êtes, est-ce que vous avez trouvé un financement illégal de la vie politique française ? Mais monsieur Elkabbach, j'aurais pu vous répondre dans 1 mois lorsque la totalité des éléments seraient rentrés. D'ores et déjà, ce que l'on peut dire. Comment est partie l'enquête pour financement illicite de partis politiques ? Elle est partie d'un témoignage, qui est celui de Madame Thibault. Madame Thibault, je rappellerai qu'elle était comptable de Madame Bettencourt, qu'elle a quitté Liliane Bettencourt à la fin de l'année 2008,
qu'elle a reçu de Mme Bettencourt la somme de 492 000 €. Il faut croire qu'à ce moment-là, Mme Bettencourt était lucide lorsqu'elle lui a fait ce chèque. Et elle a reçu aussi de la fille de Mme Bettencourt, qui est en conflit avec sa mère, comme chacun sait, la somme de 400 000 €. Qu'elle a... Vous en concluez que, quand elle dit Philippe de Metz lui aurait demandé en 2007, Patrice de Metz, 150 000 € en espèces, elle dit les avoir remis à Eric Woerth, vous dites qu'il n'y a pas de preuve. Je dis qu'il y a un témoignage. Et comme on dit en grand principe du droit, testis unus, testis nullius, preuve unique, preuve nulle, il faudrait documenter ce témoignage. Je ne suis pas sûr qu'à ce stade-là, on ait beaucoup avancé. Donc c'est un seul témoignage. Je n'aurais pu vous répondre définitivement, judiciairement en tout cas, que lorsque tous les éléments d'enquête me seraient parvenus à la fin du mois de novembre. Vos successeurs le diront. Il y avait donc un seul témoignage. Est-ce qu'il comptera, puisque c'est un témoignage, d'après ce que vous dites, qui a été payé? Il n'y avait qu'un seul témoignage qui disait ce que vous venez d'indiquer. Payé, récompensé. Est-ce qu'il compte? Pardon? Et c'est un témoignage qui est, vous l'avez dit, récompensé. J'ai pas dit qu'il était récompensé. C'est moi qui le dis. Donc il a été payé puisqu'elle a touché 800 000. Avait reçu 400 000 € de la fille de Mme Bettencourt et que Mme Thiboux avait fait des attestations et des déclarations en faveur de la thèse de la fille de Mme Bettencourt. Je ne vais pas plus loin. Deuxième enquête préliminaire tourne autour de l'abus de faiblesse de Mme Bettencourt. Vous avez classé sans suite le dossier. C'était pour faire plaisir à qui? C'était pour faire plaisir à personne, parce que vous savez, le parquet ne rend pas des services, mais prend des décisions. Le parquet a classé effectivement sans suite au terme d'une très longue enquête, qui a commencé à l'automne 2007 et qui s'est achevée à l'été 2009. Donc là, vous regrettez rien, vous pensez avoir eu raison là-dessus? Pourquoi on a classé? On a classé parce qu'on avait estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments qui matérialisaient l'abus de faiblesse. Est-ce que vous avez des preuves, comment dites-vous, de fraude ou d'évasion fiscale concernant Mme Bettencourt? D'ores et déjà. Nous avons d'ores et déjà des éléments objectifs qui montrent qu'il y a un certain nombre de patrimoines qui sont logés effectivement à l'étranger, ce qu'elle ne conteste pas d'ailleurs. La lointaine île d'Arros entre là-dedans? Je crois qu'elle a dit qu'elle était en train de régler ses affaires avec l'administration fiscale. Vous connaissez aussi l'histoire de l'île d'Arros. Certains ont organisé des opérations financières qui les favorisaient, peut-être à l'insu de Mme Bettencourt? C'était l'objet des investigations que l'on a conduites en Suisse et qui vont revenir en totalité à la mi-novembre. Avec ces résultats-là? C'est l'objet de ces investigations et j'aurais pu vous répondre lorsque toutes les investigations de Suisse me seraient parvenues. Philippe Courroy, vous connaissez les reproches qui vous sont adressés régulièrement. D'abord, vous êtes cité dans les enregistrements clandestins. Oui. Alors, je suis cité dans les enregistrements clandestins. D'abord, comme vous dites, ces enregistrements, ils sont clandestins. Il ne faut quand même pas oublier qu'ils ont été effectués au domicile privé de Mme Bettencourt et à son insu. Mais il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de grande conscience pour dénoncer cette violation à un grand principe. Ensuite, je suis cité. Mais, monsieur El-Kabach, si on avait enregistré chez vous hier, à votre insu, vos conversations, peut-être aurais-je été cité aussi parce que vous me receviez. Je dirais que si je ne l'étais pas, c'est le contraire qui serait étonnant. J'étais le procureur de la République qui dirigeait ces enquêtes. Alors quand les avocats viennent me voir et restituent ensuite les conversations qu'ils ont avec Mme Bettencourt, c'est à peu près normal qu'ils parlent de moi. Maintenant, Philippe Courroy. Est-ce que je suis cité pour dire que j'ai reçu des instructions? La réponse est non. Philippe Courroy, la presse et l'opposition vous ont souvent accusé de vouloir protéger Nicolas Sarkozy en raison d'une certaine proximité, dirons-nous. Quelle est la vérité? Écoutez, je crois que là aussi, il serait temps de refermer la boîte à fantasmes. Moi, vous savez, je n'ai aucune option politique. Je n'appartiens à aucun parti politique et je n'ai jamais appartenu à aucun parti. Je ne suis pas membre d'un syndicat et la seule question qui compte, c'est est-ce que je n'ai pas fait mon travail? Est-ce que ces enquêtes ne démontrent pas qu'en l'occurrence, le parquet a fait un travail considérable? La réponse est oui. Vous venez de vivre un accident judiciaire. La justice est malade ou fatiguée. Est-ce que vous estimez que le parquet peut diriger une enquête en toute liberté? Eh bien, je pense que cette affaire le montre. Le parquet a dirigé cette enquête en toute liberté et surtout au terme d'un travail d'équipe. Et vous savez, moi, j'ai une formule pour dire que le parquet, c'est de l'uranium enrichi. Et donc, les décisions donc le juge n'était pas indispensable. Mais s'il l'avait été techniquement ou procéduralement, j'aurais ouvert une information judiciaire. Les ordinateurs de mes confrères du Point du Monde et de Mediapart ont disparu, peut-être volés. Quel est votre scénario? C'est la police, des officines, qui d'autre? Écoutez, monsieur El-Kabach, au train où c'est parti, je vais vérifier si j'ai un bon alibi, parce que je me demande si on ne va pas me soupçonner du vol de ces ordinateurs. Cette nouvelle procédure va donc durer plus longtemps.
entre l'instruction, le procès éventuel et le jugement, on est parti jusqu'à quand? L'automne 2011, le printemps 2012, la Saint-Glinglin, c'est quand? Je ne suis pas maître du calendrier, mais il est évident que l'ampleur de la procédure qui a été réalisée et que je vous décrivais va exiger un investissement et un travail considérable des magistrats en charge de ce dossier. Merci d'être venu. Merci Philippe Courroy, Jean-Pierre Dimanche, François Bayrou. Bayrou et lundi matin, l'écrivain Michel Drucker, à propos de son livre Témoignage, qui est assez bouleversant, Rappelle-moi. Très bien, merci. Jean-Pierre à dimanche avec Antonin André.